Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Backspin. Nous avons reçu ces jours derniers un courrier du RNA, donc le RNA c'est le Royal et Ancien de St Andrews, et de l'USGA, donc de leurs deux CIO, qui est venu nous donner les premières mesures qui ont été retenues par ces instances dirigeantes pour lutter contre les trop grandes distances parcourues aux drivers, notamment par les champions, ce qui, on le sait, est un thème, un problème qui est évoqué depuis de nombreuses années et qui finalement donc vient d'aboutir sur un début de proposition. Jusqu'ici, aux dernières informations qui nous étaient données par notamment St Andrews, il était question de faire une règle locale pour les professionnels et les joueurs amateurs de très très bon niveau, qui les obligerait à terme à jouer un certain type de balle pendant des compétitions notamment ou des épreuves fédérales de haut niveau. Cette idée d'une règle locale qui serait appliquée uniquement pendant certaines compétitions a été abandonnée pour essayer de préserver l'unité du livre de règles et de faire qu'en fait, il n'y ait non pas une règle locale, mais une règle générale qui vous soit proposée pour notamment la qualité des balles que vous allez jouer dans les années qui viennent. Ces mesures vont s'appliquer à partir de 2028 pour les professionnels sur le tour et progressivement va être appliquée aux amateurs pour devenir obligatoire au 1er janvier 2030. Alors ces trois propositions qui doivent donc restreindre les trop grandes distances, elles ont bien sûr un impact sur votre jeu. Et c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Nous allons analyser donc les trois propositions qui nous ont été faites. Première règle, et qui est la plus importante, elle concerne donc directement la balle. Donc c'est ce que nous avons appelé, ce que tout le monde a appelé le ball rollback, c'est-à-dire le retour en arrière. Il ne s'agit pas réellement d'un retour en arrière, mais il s'agit en tout cas, on va le voir, je dirais, d'un réajustement en fait des règles de fabrication de la balle. Alors pour être précis, en quoi consiste donc la balle que vous allez jouer à partir de 2028 ? Eh bien c'est très simple. Jusqu'à ce jour, les tests réalisés pour qu'une balle soit homologuée faisaient que cette balle était percutée par un robot qui l'a percutée à 120 miles de vitesse. La balle percutée par le robot à 120 miles, selon un certain angle d'attaque, etc., ne devait pas parcourir davantage plus donc que de 317 yards. Si vous voulez faire les traductions en mètres, eh bien c'est très simple, vous enlevez 10%. Donc 317 yards à 120 miles. Aujourd'hui, St Andrews et l'USGA ont changé leur fusil d'épaule. Aujourd'hui, la balle doit toujours parcourir 317 yards au maximum, mais par contre, en étant percutée par un robot qui, au lieu de passer à 120 miles, passe cette fois à 125 miles. Nous avons donc globalement une perte de puissance de 5% qui va être appliquée, et qui va être appliquée puisqu'il s'agit d'une règle générale qui va concerner aussi bien la balle des pros que la vôtre, parce que c'est la même balle qui sera entre vos mains. Et bien pour vous, ça va être également donc une perte de distance qui est au driver mesurée aux alentours de 11 yards en moyenne pour un joueur classé aux alentours de 15, en prenant, je dirais, tous les paramètres habituels qu'un joueur dans cette zone-là arrive à faire avec un driver. Et bien pour lui, ça va être 11 yards en moyenne de moins. Pour les femmes, ça va être moindre, parce que leur vitesse initiale est moindre. On va être sur une perte de distance de 9 yards. Sur le jeu des fers maintenant, parce qu'il va bien falloir cumuler sur un par 4 un drive, soit, mais ensuite un jeu de fer. Eh bien, cette perte chez les hommes va se contenir aux alentours de 6 yards, tandis qu'elle sera aux alentours de 4 yards concernant les femmes. Alors, il est évident que cette balle va aller moins loin, on l'a vu, 5% moins loin d'une façon générale. Il est évident aussi que ça vous pénalisera le plus lorsque votre index sera très haut et qu'il vous faut donc pas mal de coups avant d'arriver jusqu'au green. Plus le nombre de coups va être important, plus la perte totale de distance va être importante.
Voilà concernant la balle. C'est la règle la plus importante, essentielle. Comme je l'ai dit tout à l'heure, elle permet à St Andrews et à l'USGA de garder un livre de règles unique. Elle aura des conséquences sur le jeu de tout le monde, pas uniquement des professionnels, c'est évidemment là le seul point que l'on puisse regretter. Le second point qui est amené par St Andrews dans cette fameuse missive adressée hier concerne cette fois-ci ce qu'on appelle le creep driver. Donc cette fois-ci on va sortir du phénomène de la balle, on va commencer à s'intéresser au club et on va essayer de définir qu'est-ce que c'est que cette histoire de creep driver. Alors le creep driver, eh bien c'est un driver qui s'est usé avec le temps, mais qui en s'usant, en fait, a développé des qualités qui le rendent, d'occasion donc, au bout d'un certain temps d'utilisation, qui le rendent, entre guillemets, non homologable. Pourtant, c'est un driver qui a été homologué au moment de sa fabrication, mais son homologation est passée juste. Il était à la limite des chiffres autorisés. Eh bien, le creep driver, prenons l'exemple d'une face de club, c'est un club qui était juste à la limite, parce que la face de club avait un effet trampoline qui permettait à la balle de rester exactement dans les normes maximales. Mais avec l'usure, le temps et l'usure, ce qu'on appelle la fatigue du métal, notamment de celui de la face de club, eh bien cette face de club devient de plus en plus souple avec le temps et avec l'usage. Et donc elle se met petit à petit à augmenter son effet trampoline. Et il se trouve que ces drivers-là, après 3 ans, 4 ans d'utilisation, arrivent à avoir des vitesses de sortie de balle eh bien, qui sont au-delà des normes autorisées. Donc, St Andrews et l'USGA proposent, pour éviter ces creep drivers qui donc parcourent trop de distance, d'augmenter, donc ils ont décidé d'augmenter le contrôle des clubs qui étant à la limite au moment de l'homologation, eh bien, ont ensuite dérivé vers des performances qui dépassent l'homologation. Donc ils vont multiplier les tests et augmenter les tests de façon à être certain que dans le temps, un club ne deviendra pas non homologué. Le troisième point, quant à lui, concerne, je dirais, la tolérance des drivers. Le principe est simple, c'est qu'aujourd'hui la tolérance des clubs est simple, et si grande, que les joueurs professionnels peuvent se permettre de frapper de toute leur force dans la balle, en sachant que de toute leur force ils vont créer beaucoup de vitesse, mais ils auront un petit peu moins de précision, mais la tolérance des drivers actuels est telle que de toute façon le résultat à l'arrivée, même s'ils ont décentré le coup, est pratiquement le même en termes de direction et de distance. C'est un problème que nous évoquerons un petit peu plus tard, et notamment qui fait que Jack Nicklaus, il nous l'a dit la semaine précédente, commence à ne plus avoir de plaisir à jouer parce qu'il ne voit plus la différence entre ses coups et ceux d'un amateur moyen qui aurait son âge, 83 ans donc. Alors, on en revient à ce problème de tolérance. Beaucoup de tolérance, eh bien, ça permet de créer de grandes vitesses. Donc, St Andrews et l'USGA veulent lutter contre ça, mais ils avouent aujourd'hui qu'ils n'ont malheureusement pas de pistes qui séduisent ou qui conviennent aussi bien à St Andrews et à l'USGA, aux pratiquants, mais également aux fabricants de clubs. Alors c'est là où, bien sûr, entre guillemets, la notion financière intervient. Les fabricants de clubs n'ont pas envie de se dessaisir de toute leur technologie, de remettre tous les compteurs à zéro, donc ils sont contre, notamment des réductions importantes du moment d'inertie des clubs. Donc aujourd'hui, St Andrews et l'USGA veulent rendre un coup bien centré, plus performant et plus méritoire qu'un coup qui ne le serait pas. Ils avouent par contre qu'ils n'ont pas encore la solution, qu'ils sont simplement en train de chercher de façon à trouver un consensus avec les partenaires que j'ai cités précédemment. Voilà donc la teneur du document que vous avez reçu et qui est en ligne donc depuis hier, puisque c'était la date de l'embargo. C'est une information que nous avions depuis quelques jours, mais que nous n'avions pas le droit de diffuser. Nous allons maintenant essayer de voir ce qu'il faut en penser. Eh bien, nous allons en penser deux choses. La première, c'est que tout ça aurait été beaucoup plus simple et aurait fait beaucoup moins de bruit
si nous avions accepté d'avoir 2 règlements au golf plutôt que de vouloir absolument garder un livre de règles unique. Pourquoi? Eh bien parce que nous voyons dans des sports comme le baseball aux États-Unis. Le baseball aux États-Unis est encore plus populaire que le golf, et pourtant ils ont déjà 32 millions de golfeurs, les Américains. Donc, encore plus populaire, eh ben non, ils ne se sont pas gênés. Il y a 2 règles, une pour les amateurs qui ont le droit de jouer des battes de baseball, donc en métal ou en bois, et une autre pour les pros qui n'ont le droit de ne jouer que des battes en bois. C'est cette double règle, ce que au golf on appelle la bifurcation, hein, c'est ce que vous verrez dans tous les magazines qui traitent du sujet. Eh bien cette bifurcation, elle n'a pas empêché que le baseball prenne encore de l'importance, et encore et encore et encore. Ça aurait pu être exactement la même chose au golf. Mais soit, ce n'est pas ce qui a été retenu. Le second point, c'est que nous faisons beaucoup de bruit autour de ce changement de balle, hein, et de la perte de distance que ça représente. Mais en fait, pour ceux qui ont un petit peu de passé golfique, il y a 50 ans, c'est exactement ce que nous avons connu lorsque nous sommes passés de la balle anglaise à la balle américaine. Il se trouve qu'il y a 50 ans, je jouais déjà au golf, et que j'ai vu qu'effectivement nous avons eu une perte de distance. Qui tout de suite a dit « Oh ben non, j'aurais aimé aller plus loin ». Mais nous avons découvert, grâce à la balle américaine, eh bien d'autres secteurs de jeu où elle était plus intéressante, où elle était plus enrichissante, et elle a également, c'est vrai avec le temps, transformé un petit peu aussi bien l'architecture des parcours que la façon de jouer des champions. Elle a modifié également le contenu de club qui est dans votre sac, parce que avec la balle américaine, le petit jeu a pris beaucoup plus d'importance. On a commencé à avoir plusieurs wedges dans le sac. Et donc, nous verrons bien ce que cette nouvelle balle va amener. Et évidemment, surtout quand elle sera couplée à des mesures concernant les drivers. Nous en avons parlé en point numéro 2. En tout cas, je dirais que nous n'avons pas non plus à être vraiment effrayés de ce que va être le jeu pour nous demain. Voilà, j'espère que cet épisode de Backspin vous aura plu. Et je vous dis bon golf à vous.